Pour moi, la vie à Melbourne est bien plus douce que nulle part ailleurs. Quand je travaillais comme coursier à vélo, je sillonnais les rues. Je passais devant une multitude d'affiches et de peintures murales. J'étais toujours plongé en plein cœur de la ville, là où ça pulse. Mike Meckatron a réalisé son rêve, avoir l'espace public pour atelier. Après des études d'art à New York et beaucoup d'expérimentation dans le graffiti, Mike est revenu à Melbourne où il exerce ses talents de street artiste. Aujourd'hui, la peinture grand format n'a plus aucun secret pour lui. Je suis obligé de travailler si près du mur pour faire les yeux, même si ça peut être irritant. Les gens regardent toujours les yeux en premier parce que c'est là que sont les émotions. Donc les détails sont très importants. Mais ce qui compte le plus, c'est que l'œuvre se voit bien de loin. Le premier plan et l'arrière-plan doivent se détacher nettement l'un de l'autre. J'aime bien quand c'est un peu brouillon, spontané. Je voudrais pouvoir peindre comme un enfant. Les œuvres de Mike illustrent la vie d'une ville dont lui-même change continuellement l'apparence. Ici, avant, c'était une pension pour chats. Il y en avait partout. Mais l'établissement a fermé et je me suis dit que je pourrais utiliser ce mur en attendant qu'il y ait autre chose à la place. Peut-être qu'un nouvel immeuble sera construit dans un mois ou dans 2 ans. En tout cas, il faut que je fasse vite, parce que je n'ai pas d'autorisation pour graffer ici aujourd'hui. Ces 10 dernières années, Melbourne est devenue l'une des capitales mondiales du street art. Ces fresques murales reflètent l'esprit d'une métropole où la culture joue un grand rôle. Comme ces peintures attirent aussi de nombreux touristes, la ville accorde facilement des autorisations aux artistes et va même jusqu'à mettre à leur disposition des surfaces utilisables. À Melbourne, les forts vents du sud venus de la mer provoquent des changements de temps très brusques. Mais ces bourrasques maritimes apportent aussi un peu de fraîcheur dans le canyon urbain du centre-ville. Le vent peut être un vrai problème quand on est au milieu d'un bâtiment très haut et que les bourrasques commencent à te balader comme un fétu de paille. Là, mieux vaut se réfugier sur un balcon ou descendre le plus vite possible. Nikki Grégoire travaille la plupart du temps la tête dans les nuages. Elle est cordiste. Beaucoup de gens sont encore surpris quand ils voient une femme faire ce qu'ils considèrent comme un travail d'homme. J'ai droit à des réactions du genre « Ah, vous faites ça aussi ?» Alors je réponds « Oui, je ne suis pas là pour faire le café. » Le métier de Nikki est très diversifié. Elle entretient les gratte-ciel, répare les façades, monte des antennes et révise les climatisations des immeubles dépourvus de nacelles ou d'échafaudages fixes. Aujourd'hui, elle doit laver les vitres d'un immeuble de bureau. Plus on est haut, et moins on perçoit la hauteur. Tout semble juste très loin. C'est sûr, il y a des jours où je suis moins à l'aise. Mais c'est surtout parce que j'ai peur de laisser tomber quelque chose. En fait, je m'inquiète toujours pour les gens en bas. Nikki et ses collègues attachent tous leurs outils pour qu'ils ne se transforment pas en armes mortelles. Suspendus à un câble, le moindre geste est un vrai défi. Ça, c'est une ventouse qui me permet de maintenir ma position.
Sans ça, je m'écarterai sans cesse de la façade. Plus on est haut et plus on est naturellement poussé contre la paroi. Mais plus bas, c'est beaucoup moins le cas. Donc cette petite ventouse me facilite vraiment le travail. Comme le centre de Melbourne se développe surtout en hauteur, les cordistes ont le vent en poupe. Grâce à mon travail, j'ai vu Melbourne sous des angles qui m'auraient totalement échappé. Et ça, je trouve que c'est un privilège. Le mieux, c'est le matin. Regardez le soleil se lever, les montgolfières dans le ciel, c'est magnifique. Il n'y a pas de meilleure façon de démarrer une journée. Edam Elliott, lui, ne voit pas souvent le soleil. Enfermé dans son studio, il a besoin de calme et de beaucoup de temps. Pour réaliser une seconde de film, Edam doit prendre 25 photos et entre chaque cliché, changer très légèrement la position de ses personnages, lesquels se prêtent de bonne grâce à cette gymnastique. Ils sont en pâte à modeler. Voici Ernie Biscuit. C'est lui qui joue le rôle principal dans mon nouveau film. Ernie est un taxidermiste parisien sourd qui tombe amoureux d'une Australienne aveugle. Pour Harvey Crumpet, son émigré polonais atteint du syndrome de la Tourette, Edam a reçu l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 2004. Pour changer l'expression de mes personnages en pâte à modeler, j'utilise des bouches aimantées. Celui-ci, par exemple, il va commencer par sourire. Et puis soudain, il va être surpris. Donc je vais lui mettre cette bouche en forme de O. En tout, il me faut 12 bouches différentes pour pouvoir passer du sourire au O. Pour ces personnages, Edam utilise une pâte à modeler industrielle qui devient très malléable après un petit tour au micro-ondes. Il n'a pas besoin de croquis, les créatures naissent dans sa tête. J'adore jouer avec de la pâte à modeler. Je ne m'en lasse pas. Là, je suis comme un gamin de 5 ans. Il y a un petit côté homme des cavernes là-dedans, à tripoter ce truc. Et en plus, on se prend pour Dieu, parce qu'on crée des êtres qui ressemblent exactement à ce qu'on veut qu'ils soient. Edam fabrique tout lui-même, y compris les accessoires. Pour créer son petit monde, en plus de la pâte à modeler, il n'utilise que du carton, du fil de fer et de la peinture. Ces personnages sont tous un peu décalés et souffrent parfois de kleptomanie ou du syndrome d'Asperger. Mes personnages sont des laissés pour compte, des marginalisés. Ils sont les autres. Mais pour moi, ils ne sont pas handicapés ou attardés. Ils ont juste des défaillances, comme nous tous. Et moi, j'ai choisi de célébrer ces défauts. Dans sa salle de montage,
Edam simule de courtes scènes dont il peut corriger immédiatement chaque détail dans le studio d'à côté. Edam est un perfectionniste. Il lui faut 5 ans pour faire un film. Récemment, j'ai fait une intervention dans une école. Et à la fin, les élèves pouvaient me poser des questions. Un petit garçon a levé le doigt et m'a dit « Monsieur Elliott, vous avez dit que vous aviez besoin de 5 ans pour faire un film. » « Oui. » « Alors, ça veut dire qu'il ne vous en reste que 4 ?» Ça m'a scié. Et j'ai réalisé que ce garçon avait raison. Dans ma vie, je ne peux faire qu'un nombre limité de films. Peut-être 9 tout au plus. Donc je dois faire en sorte que chacun d'eux soit aussi bon que le précédent. Edam a refusé plus d'une offre en provenance d'Hollywood. Il veut rester son propre maître et surtout ne pas quitter sa ville. Ici, les gens se prennent moins au sérieux qu'ailleurs. Et même si cette ville compte plusieurs millions d'habitants, les Melbournians sont un peu comme des villageois. L'amabilité, voilà ce qui différencie Melbourne des autres villes australiennes. Edam habite dans le quartier de Sunbury. Dans ces petites maisons vivaient autrefois beaucoup d'émigrés italiens et grecs, arrivés à Melbourne peu après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, ce qui fait l'attrait de Sunbury, c'est un joyeux mélange d'habitants de tout âge, de familles et d'artistes, d'ouvriers et d'étudiants. C'est dans ce petit monde qu'il déniche ses histoires. Oh, on a une chance incroyable. Regardez, cette femme est connue dans tout le quartier. Je la croise presque tous les matins, toujours avec son espèce de caddie. À la voir, on croirait une SDF. Je trouve ça fascinant. Un jour, je l'ai suivie. Discrètement, bien sûr. Et en fait, elle vit dans une grande maison. Très jolie, mais totalement délabrée. Oui, cette dame est une figure du quartier. Et je suis sûr qu'un jour ou l'autre, elle finira dans un de mes films. Elle est partie? Come on. Come on. Come on. On croise toutes sortes de gens à Melbourne. Pour attirer l'attention, il faut vraiment avoir un look très excentrique. Les réactions des gens sont très intéressantes. Parfois, je vois bien qu'ils n'apprécient pas vraiment. Mais quand j'arrive à faire sourire tout un groupe, ça me donne une énergie incroyable. Ou quand un enfant dit « Maman, regarde une fée », ça c'est génial. À 25 ans à peine, diplôme de stylisme en poche, Nixie Killick a déjà fondé sa propre marque. Inventive, décalée, sa ligne de streetwear qu'elle qualifie d'art à porter fait des adeptes dans le monde entier. Ça, c'est une pièce que Lady Gaga a portée pendant sa dernière tournée. C'est un matériau composite imprimé en 3D. Pour le créer, j'ai numérisé son cou avec un scanner 3D. Après, on imprime couche par couche avec des pigments. Donc c'est un procédé assez pointu. Ce soutien-gorge est en mousse métallique. Un ami m'en a ramené un petit morceau de Thaïlande, juste assez pour le fabriquer. Pour moi, c'est un vrai trésor. Quelque chose de très particulier. Et là, ce sont des boucles d'oreilles en plexiglas, découpées au laser. Au bout, on attache des mèches de cheveux
De vrais cheveux qu'on peut couper, teindre ou boucler et faire une coiffure à ses boucles d'oreilles. Nixie échange en permanence avec d'autres créatifs de Melbourne. Pas des stylistes, mais des artistes qui expérimentent de nouvelles méthodes et de nouveaux matériaux. Je suis fan de nouvelles technologies et j'essaie toujours de les utiliser pour mes travaux. Des engins incroyables destinés à la fabrication de tel ou tel objet, moi je m'en sers pour faire d'autres choses. Avec une machine qui produit des phares de voiture, par exemple, je crée des objets en plastique aux formes étonnantes. Je détourne ces machines pour faire ce que moi je veux. Nixie se décrit elle-même comme une techno-optimiste. Pourtant, elle fait encore ses ébauches à l'ancienne, sur papier et au pinceau. J'ai grandi dans le bush, au beau milieu de nulle part. Un endroit fantastique. Et je pense que c'est de là que viennent les nombreuses références à la nature dans mon travail. Avec la mode, je crée le monde tel que j'aimerais le voir. Dans cet univers, il y a une hyper-couleur, comme si on boostait l'intensité des couleurs traditionnelles pour en faire ensuite quelque chose de complètement fou. La jeune entrepreneuse travaille dur pour exister dans le monde sans pitié de la mode, tout en restant fidèle à elle-même. Nikki a trouvé en Inde et au Népal des entreprises qui fabriquent ses vêtements dans des conditions qui correspondent à ses valeurs éthiques. Pour la jeune femme, le succès, ce n'est pas qu'une question d'argent. À Melbourne, le design novateur et les projets interdisciplinaires rencontrent un vif intérêt, notamment dans le domaine de la technologie et de la mode. Le soutien et le feedback que j'ai reçus ont tout simplement été incroyables. Si New York est la ville qui ne dort jamais, Melbourne, en revanche, est celle où les gens dorment le plus. C'est du moins ce que montre une étude internationale. Pourtant, à 5 heures du matin, il y a déjà de la lumière dans un restaurant du centre-ville. Joost Bakker, le gérant, se lève toujours un peu plus tôt que tout le monde, surtout quand quelque chose le tracasse. En ce moment, c'est le problème des ordures. Tous les lundis matins, ce brave type essaye de nettoyer ce bazar. Et quand ce n'est pas parfaitement propre, tout le monde se plaint. Mais comment peut-il nettoyer tout ça? C'est frustrant. Et ça empire de semaine en semaine. La livraison de lait hebdomadaire pour le restaurant de Joost. Il le commande en bidon. Ça me permet d'économiser environ 80 000 bouteilles par an. 80 000 bouteilles en plastique que l'agriculteur n'a pas besoin de payer et que nous n'avons pas à jeter après utilisation. Les bidons, je les lave et je les réutilise. Joost avait 9 ans lorsque ses parents sont venus s'installer à Melbourne. De ses cultivateurs de tulipes en Hollande, il a hérité l'esprit d'entreprise et une solide conscience écologique. J'ai toujours été obsédé par le gaspillage et la façon dont on le génère. Il y a 20 ans, quand j'étais fleuriste et que je livrais des fleurs à des restaurants, j'ai réalisé que la gastronomie produisait des montagnes d'ordures. Alors je me suis dit que moi, j'allais ouvrir un établissement qui n'en générerait pas. Objectif, 0 déchet. Joost a banni tous les emballages de son restaurant et les a remplacés par des récipients réutilisables. Mais sa stratégie d'élimination des déchets va encore plus loin.
Des restaurants de luxe lui fournissent gratuitement ce qui est à la base de tous ses plats. Des os à partir desquels il concocte de savoureux bouillons. La société moderne a remplacé le bouillon par des arômes artificiels. Je trouve ça vraiment dommage. Parce que le bouillon, c'est ce qu'il y a de meilleur. Pour donner des soupes riches en substances nutritives, les os doivent mijoter entre 24 et 48 heures. Et ce, au beau milieu du restaurant, pour que les clients voient bien que les aliments sont manipulés dans le respect des règles d'hygiène. Un concept totalement inhabituel. En Hollande, les gens diraient « Mais pourquoi tu fais comme ça ?» Dans beaucoup de pays, on n'aime pas le changement. À Melbourne, en revanche, les gens adoptent très rapidement de nouvelles technologies, de nouvelles idées. Évidemment, Yost a sa propre installation de compostage. Elle vient de Corée du Sud et engloutit tous les déchets de cuisine. C'est en grande partie grâce à elle que le restaurant ne produit pas d'ordures. Le composteur abrite un microbe bien spécifique qui a été découvert dans de la lave au fond de la mer. Ce microbe supporte aussi bien une salinité importante que des températures élevées, alors que normalement, c'est soit l'un soit l'autre. En 24 heures, il transforme 100 litres de matière organique en 10 litres de compost. Tous les ans, 50 tonnes de déchets sont ainsi digérés de façon inodore dans l'arrière-cour du restaurant de Yost. Pour lui comme pour l'environnement, c'est gagnant-gagnant. Je vous présente Élise et Maggie May. Ce sont les chèvres les plus distinguées d'Australie. Elles mangent des roses. C'est ici, à la périphérie de la ville, que la terre, riche en substances nutritives issues du compostage, prend toute sa valeur. Sur ce terrain de près de 3 hectares, Yost cultive plus de 200 variétés de plantes et de légumes. Il a conçu lui-même la maison où il vit et travaille. Composée de plus de 3000 plants de fraises, la façade a été brevetée. Pour construire cette maison, Yost n'a utilisé que des matériaux recyclés, afin de prouver que sa conception du développement durable peut être concrétisée. Quand il choisit les matériaux de construction d'une maison, un architecte devrait connaître l'impact qu'ils auront sur l'environnement lorsque la maison sera détruite. Tout comme un médecin devrait s'y connaître en nutrition. Nous sommes tous tellement spécialisés que souvent, nous ignorons les répercussions que peuvent avoir nos choix. Si on veillait à ce que tout ce que nous produisons puisse être réutilisé, la plupart de nos problèmes seraient réglés. Yost a de multiples talents. Et il a surtout le mérite, face à un problème, de le tourner dans tous les sens jusqu'à ce qu'il trouve une solution. En fait, je suis un artiste. Je crée des choses. C'est sans doute ce qui me décrit le mieux. Mais je suis aussi fleuriste, je conçois des bâtiments. Donc, mon métier, je ne sais pas. En fait, je ne sais rien faire correctement. Le niveau de vie à Melbourne est élevé. Sa prospérité d'origine, la ville la doit à une ruée vers l'or qui attira des centaines de milliers de personnes venues du monde entier à partir de 1850. En très peu de temps, la ville devint un important centre de commerce et d'affaires. Avec le nombre d'habitants, les besoins en nourriture augmentent aussi. Les pêcheurs sont les premiers à en profiter, car les Melbournians raffolent des escoliers serpents qu'ils appellent barracuda. Pour obtenir les meilleurs prix, il faut arriver le premier au port. Les pêcheurs les plus futés commencent donc à construire des bateaux dotés d'une soute aussi vaste que possible, tout en étant très rapides, les fameux Kuta boats.
partir de 1950, les bateaux à moteur commencent à remplacer ces élégants navires en bois. Les Couta-boats se font alors très rares, jusqu'à ce que Tim Phillips tombe sous leur charme. J'adore les toucher. J'aime être entouré de ces bateaux. Ils sont vraiment très particuliers. À l'époque, la plupart des charpentiers de marine travaillaient sans plan. Ils faisaient tout à vue de nez. Le pêcheur leur disait « Fais-moi une coque un peu plus longue ou un peu plus large que la dernière fois ». C'est comme ça qu'ils ont sans cesse fait évoluer le design de ces bateaux, sur près d'un siècle. Au fil des ans, Tim a rassemblé toute la documentation qu'il a pu trouver sur ces bateaux et a commencé à en reproduire à l'identique. Aujourd'hui, avec ses collaborateurs, il en a construit plus d'une centaine et les Couta-boats sont devenus des bateaux de régate très demandés. Grâce au travail de Tim, ces bateaux en bois mouillent à nouveau dans la baie de Port Phillip. Là, c'est Portsea en 1901. Et ici, la vieille cabane de pêcheur où je dormais parfois quand j'étais enfant, quand j'allais ramasser du bois sur la plage. Et ici, c'est le campement des pêcheurs, avec tous les bateaux. Les pêcheurs sortaient dans la baie et avec leurs filets, ils attrapaient des saumons australiens. Tout ça m'était familier quand j'étais gamin. Et je pense que c'est de là que vient ma passion pour les bateaux en bois et la pêche. Ce bateau appartient à ma famille depuis presque 35 ans. J'y tiens beaucoup. Ce type de bordage doit être le plus possible dans l'eau, car c'est l'humidité qui permet au bois de gonfler, et donc de rester bien étanche. Là, comme vous le voyez, il est urgent qu'on le mette à l'eau. Tim est aussi très fier de Storm Bay, un bateau de 17 mètres construit en 1925. Réduit à l'état d'épave lorsque Tim l'a trouvé, il a fait l'objet de plusieurs années de restauration. Pour l'instant, c'est calme, mais la brise va se lever et le bateau va faire... Cet ancien chalutier est idéal pour les excursions d'une journée dans la baie de Port Phillip. On file déjà presque 9 nœuds malgré le courant. C'est un bateau qui est assez rapide pour un centenaire. Tim Phillips vit sa passion et offre à la ville un petit morceau d'histoire. En mer, je me sens apaisé. Sur l'eau, j'oublie tous mes soucis et je me concentre sur de petites choses plutôt que sur de grands problèmes. Je me focalise sur ce qui se passe dans mon environnement immédiat. L'architecture à Melbourne. Ici, les demeures victoriennes de l'époque coloniale cohabitent étroitement avec des édifices postmodernes futuristes. C'est d'ailleurs ce qui fait le charme de la métropole. La physionomie de la ville, dynamique et multiple, est faite de contrastes. Interagir avec la ville. C'est ce que les danseurs de la compagnie Chunky Move recherchent dans cette performance. Pendant la répétition, c'est dans leur casque qu'ils reçoivent les instructions d'Anouk Van Dyke, la chorégraphe. Tara Samaya a intégré la troupe il n'y a pas très longtemps. L'exercice consiste à se fondre dans l'environnement sans pour autant perdre de vue la dimension artistique et collective de la chose. Un challenge qui galvanise Tara. On joue avec la structure des bâtiments, avec la météo, l'espace, la nature du sol.
Anouk a créé une grande cohésion entre nous, si bien que nous pouvons danser ensemble n'importe où, même dehors par tous les temps. Tara Samaya se rend presque tous les jours au Centre australien d'art contemporain, qui, grâce à Chunky Move, est devenu le temple de la danse contemporaine. J'étais une enfant très tonique. Pendant les 15 premières années de ma vie, quand je n'étais pas à mon cours de danse, je grimpais aux arbres ou je faisais du sport, n'importe quel sport. Tara est l'une des 20 membres actuels de la compagnie avec laquelle la Hollandaise Anouk van Dyk réalise ses œuvres. Chunky Move est un collectif dont le travail vise à commenter les évolutions de notre société. Les danseurs sont sans cesse à la recherche de nouveaux modes d'expression et expérimentent toutes les possibilités que leur offre le langage corporel. La formation classique de Tara ne l'aide que partiellement. Les exigences de la danse contemporaine sont encore plus grandes. Dans ce métier, plus je vieillis et plus je dois oublier ce que j'ai appris, parce que mon corps change. On n'est pas des robots, et maintenant les blessures s'enchaînent. La pièce que la troupe travaille actuellement parle de l'altérité, de l'individu dans la société, de l'immigration et du déracinement. Tara, qui a elle-même des racines malaisiennes, essaie de traduire son vécu en mouvement. C'est magnifique de savoir qu'on peut toucher autant de gens à travers l'art, qu'on peut partager ainsi des histoires et un patrimoine culturel. J'éprouve à chaque fois un très fort sentiment de gratitude quand je suis sur scène et que l'adrénaline parcourt tout mon corps. Cette ivresse et cette nervosité, ça fait partie du jeu. Dans les prochains temps, Tara dansera la pièce jusqu'à 5 fois par semaine. Avec Chunky Move, elle apprend aussi à rester en forme malgré la fatigue physique et mentale. En fait, c'est une expérience de rêve. Je peux passer mon temps à travailler mon corps. J'ai la chance d'avoir un métier qui me permet de comprendre mon corps et d'exprimer mes sentiments à travers lui. Les Melbournians adorent le café. Rares sont les endroits dans le monde où la fève brune suscite autant de passion. Cet amour est né peu après la Seconde Guerre mondiale, avec l'arrivée des immigrés italiens et de leurs machines à expresso. Aujourd'hui, on peut boire un excellent cappuccino à chaque coin de rue. Depuis quelques années déjà, Nolan Hurt régale ses clients avec un café filtre d'exception, préparé à la main. Le café filtre peut être infect s'il est mal fait. Un mauvais café, on peut le camoufler avec du lait et du sucre. C'est pour ça qu'un cappuccino sucré et chocolaté, c'est bien plus facile à faire. En revanche, pour faire un bon café filtre, il faut d'abord des grains d'excellente qualité, torréfiés avec précaution. Ensuite, le café doit être préparé correctement. Sinon, ça se remarque dans la tasse. Il y a tellement de choses qui peuvent aller de travers lors de la préparation que quand tu bois un bon café, tu peux vraiment t'estimer heureux. C'est grandiose. Pour faire un bon café filtre, le barista commence par peser la quantité exacte de café avant de le moudre. Dans une cafetière dite à siphon,
Après être montée dans le récipient du haut par surpression, l'eau chaude se mélange à la mouture. L'infusion redescend ensuite par dépression dans le récipient inférieur, en passant par un filtre. Ce procédé ingénieux permet une extraction optimale des arômes du café. J'ai commencé à la plonge. Et comme j'étais super rapide, on m'appelait Turbo. C'était un établissement où on ne plaisantait pas avec le café. Donc au début, j'en faisais juste pour moi. Et puis finalement, j'ai pu en faire pour les clients. Je me souviens qu'une fois, j'ai observé celui à qui je venais de préparer une tasse. Il en a bu une gorgée et ses yeux ont roulé vers l'arrière tellement il l'a trouvé bon. Et franchement, pour moi, c'était chouette de voir que je venais de faire quelque chose qui lui avait procuré autant de plaisir. Nolan va régulièrement en Amérique centrale pour voir les cultivateurs qui lui fournissent du café. Cela lui permet de contrôler la qualité des différentes variétés et aussi les conditions de travail des cueilleurs. Un engagement personnel pour un commerce équitable. Melbourne est une ville incroyable. J'adore cette métropole. Elle me donne des ailes. Aussi folle que soient tes idées, que ce soit pour le café ou autre chose, Melbourne est prête à les adopter. Actuellement, Nolan fournit à 14 autres cafés de Melbourne des variétés qu'il torréfie dans sa brûlerie. La torréfaction, c'est tout un art, voire une science. Mais je crois qu'il faut aussi avoir une sorte de connexion avec le café. Une relation intuitive, comme si on parlait avec lui. Moi, pendant la torréfaction, j'écoute attentivement le café. Je le sens, pour essayer de comprendre ce qui est en train de lui arriver. Lors de la torréfaction, tout se joue dans l'interaction ultra précise entre température et timing. Si Nolan rate le bon moment, les grains deviennent trop bruns et amers. Il adapte le minutage à chaque variété. Les différences de goût dans le café sont énormes, car il contient plus de 800 molécules aromatiques, plus que le vin. Comme un bon vin, un bon café doit avoir du caractère. Moi, j'aime ceux qui ont du corps, de la consistance, de l'épaisseur. Ce qui n'est pas le cas de ces cafés geisha. Ils sont plutôt crémeux, soyeux, ils ont un goût de vanille. Comme si on avait un oreiller en soie dans la bouche. Chaque jour, Nolan et ses collaborateurs en apprennent un peu plus sur le café. Un savoir qu'ils transmettent à d'autres passionnés lors de séminaires hebdomadaires. Quand je bois une tasse de café, je sais quel cultivateur l'a récolté et comment j'ai torréfié les grains. Penser au cheminement du café que je savoure, je trouve ça très beau. Voilà à quoi l'Australie devait ressembler lorsqu'il y a plus de 30 000 ans, les aborigènes ont peuplé cette région non loin de Melbourne. Marc Olive suit à la trace les traditions de ses ancêtres. Ce qui l'intéresse le plus, ce sont leurs habitudes alimentaires. Car Marc est l'un des cuisiniers les plus célèbres d'Australie. Cette écorce, qui ressemble à du papier, s'utilise comme une feuille d'aluminium. Tu l'humidifies,
Tu mets dedans un filet de kangourou ou du poisson, et pendant la cuisson, ils prennent la bonne odeur de l'écorce. Cette région fertile est née d'une éruption volcanique. Pour les autochtones, cette région était un pays de cocagne, un gigantesque garde-manger. Ici, il y a énormément d'émeus et de kangourous, et ces animaux leur fournissaient les protéines dont ils avaient besoin. Aujourd'hui, peu de gens en Australie savent encore quels animaux les aborigènes chassaient, quels fruits, quelles plantes ils utilisaient et à quelle fin. Depuis plus de 20 ans, Mark rassemble ce genre d'informations, à partir desquelles il crée ses propres recettes. Ça, c'est ce qu'on appelle une pomme de kangourou. Avec ce fruit, on peut faire de bons condiments ou des chutneys. C'est aussi très bon sur la pizza. Mais autrefois, les femmes aborigènes s'en servaient comme contraceptif. Ça, c'est de l'Apium prostratum. Ça a un goût très fort, entre le céleri et le persil. Excellent. Pour rentrer à Melbourne, Mark emprunte la légendaire Great Ocean Road. Mark est souvent invité dans des émissions culinaires. Il en présente d'ailleurs certaines lui-même. Avec sa cuisine métissée, il veut libérer les Australiens de la peur de ce qu'ils ne connaissent pas, et aussi les inciter à manger leur animal emblématique, qui est devenu une véritable plaie dans beaucoup de régions australiennes. Les gens devraient manger plus de kangourous. C'est une viande savoureuse, vraiment bonne et très maigre. Un plat grandiose. Frictionné avec du poivre de Tasmanie et de l'arbre à thé citronné, le jambon d'émeu a été fumé pendant la nuit. Avec l'Apium prostratum, un peu d'épinards de Nouvelle-Zélande et le filet de kangourou, Mark crée un plat original et pourtant traditionnel, dans la droite ligne de sa philosophie. Pour moi, c'est très excitant de réussir à mélanger toutes ces saveurs, à créer une cuisine contemporaine avec des ingrédients qui viennent du bush. Oh, thank you. Enjoy. That's gorgeous. Thanks. Pour Brian Tenty, le vieux port désaffecté de Melbourne est la piste d'essai idéale, surtout lorsqu'il est au volant d'un véhicule de légende. La Mercedes 300 SL est une icône. Quand elle a été construite en 1956, c'était le nec plus ultra, la meilleure voiture du monde, la plus rapide et la plus belle. L'un des rêves de Brian Tenty est devenu réalité lorsqu'il y a quelques années, l'un des hommes les plus riches d'Australie lui a confié sa collection de 130 voitures anciennes. Brian est chargé de l'entretien et de la restauration de ce trésor. Aujourd'hui, il fabrique une nouvelle aile pour une Porsche 550 Spider.
En frappant le métal, je lui donne une forme tridimensionnelle. Sous l'effet des coups de marteau, le métal s'étire à certains endroits et se rétracte à d'autres. C'est ce qui fait que la tôle se courbe vers le haut. Je possède ce marteau depuis 33 ans. Il fait pour ainsi dire partie de moi. Si je le perdais, je ne pourrais plus faire mon métier. James Dean aussi possédait une Porsche Spyder. C'est même au volant de ce bolide qu'il a perdu la vie. Aujourd'hui, un exemplaire comme celui-ci coûte dans les 5 millions de dollars. Pour reproduire l'aile à l'identique, Brian utilise uniquement des outils qui existaient déjà quand la voiture a été construite. Il a appris l'art de la carrosserie dans ses jeunes années en Angleterre. Aujourd'hui, Brian est l'un des restaurateurs de voitures anciennes les plus demandés de la planète. Depuis quelques années, Brian investit tout son temps libre dans un projet de recherche auquel participent des jeunes et des étudiants. L'idée est de développer une voiture de course tournée vers l'avenir. Le bolide en question sert de plateforme de test pour de nouvelles technologies. Un projet comme celui-ci peut apporter beaucoup aux jeunes, car il leur apprend le sens des valeurs et celui des responsabilités. En s'engageant dans ce type d'activité, ils voient ce que c'est que d'être responsable de ses actes. Comme par exemple réparer quelque chose qui ne fonctionne plus, au lieu de la jeter et d'en acheter une autre. Le châssis de la Formule 1 est composé d'une fibre de carbone extrêmement légère. Le prototype passe de 0 à 200 km/h en moins de 5 secondes. C'est presque comme une moto à 4 roues. Cette voiture a une puissance tout simplement incroyable. C'est un vrai plaisir de la conduire. Parce qu'elle est légère, la voiture consomme jusqu'à 20% de carburant en moins que d'autres bolides de même puissance. Faire en sorte que la propulsion soit non polluante, c'est l'objectif de Brian. Le challenge, c'est de construire cette voiture avec des matériaux recyclés pour qu'elle-même soit recyclable. Je pense qu'avec les technologies actuelles, c'est faisable. Le street artiste Mike Meckatron est à la recherche d'une surface adéquate pour l'une de ses prochaines créations. Ces projets prennent tous forme dans son atelier. La plupart du temps, les travaux de Mike sont une combinaison de différents motifs. Il fait toujours des croquis papier de ses œuvres avant de les transposer sur un mur. Je pense qu'au départ, quand on est petit, on est tous des artistes. Nous, on était 6 enfants dans ma famille et je peux vous dire que ça déménageait. Dans une vieille partie de la maison, on avait le droit de peindre sur les murs. À l'adolescence, je suis tombé dans le graffiti, un peu par goût du vandalisme, un peu juste pour m'amuser. Ce qui me plaît dans le street art, c'est son côté extrême. Escalader des bâtiments, explorer des tunnels ou des endroits abandonnés. Sa notoriété fait que Mike reçoit de plus en plus de commandes directement des propriétaires de maisons. Beaucoup de gens ont une haine viscérale des graffitis. Ces gribouillis colorés qu'ils ne comprennent pas. Mais dans mes travaux, la nature et les animaux sont très présents, donc ça passe mieux. Les gens trouvent que c'est plus artistique et que ça valorise mieux leur quartier.
Souvent, ce sont des restaurateurs qui souhaitent faire de leur façade un point de mire grâce au street art. Mike décide au cas par cas si la commande correspond ou non à sa démarche artistique. Aujourd'hui, il travaille gratuitement. Il y a un bar dans cette ruelle, un club de rock historique à Melbourne. Les gérants ont des problèmes avec les habitants de cet immeuble qui a été construit il y a 6 mois. Les gens se plaignent du bruit, évidemment. Ma réponse sera ce dessin, pour dire qu'on ne lâchera rien. Tout le monde a un avis sur le street art, et beaucoup de gens tiennent à me le dire. Quand ça me saoule trop, je mets mes écouteurs et je fais le mec très occupé. Si les messages de Mike sont forts, son art n'en reste pas moins éphémère. Un autre artiste peut recouvrir ses œuvres du jour au lendemain. Quand tu peins dans la rue, ton œuvre devient partie intégrante de la cité. Et la cité est comme un être vivant. Elle respire, elle a des hauts et des bas, elle change. L'art public en est le reflet. Il est le signe caractéristique d'une ville en bonne santé.